Merci, bonjour à tous. Je félicite les organisateurs et je vous remercie. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très attaché, étant moi-même un membre de la diaspora, au rôle de plus en plus important que la diaspora doit jouer dans le développement de notre continent. Je voudrais vous dire que avant le Covid, nous étions déjà en matière de financement du développement dans une situation très singulière. Alors qu'on parle énormément du surendettement de l'Afrique, en faisant allusion au fait que les dettes publiques représentent un petit peu plus de la moitié du PIB, en réalité, moi, ce qui me frappe en tant que financier de profession, c'est l'inverse. C'est le fait que le continent est le moins bien financé de tous les continents. En réalité, nous sommes sous-financés. Et quand on parle de surendettement public, c'est pour une raison très simple. C'est que le défaut de financement qui va à la fois aux entreprises, qui est très spectaculaire, nos PME à travers tout le continent, avec peut-être l'exception de quelques pays au nord et de la République sud-africaine au sud, mais pour tous les autres pays, nos entreprises n'accèdent pas au financement auquel accèdent dans tous les pays, en Asie, en Amérique latine, autant qu'en Europe ou en Amérique du Nord, les entreprises, et notamment nos entreprises les plus nombreuses, de très loin, et qui contribuent à la majorité de la création des richesses, c'est-à-dire les entreprises petites et moyennes, n'accèdent pas à des financements convenables. Nous sommes donc surendettés du côté des États parce qu'il faut bien se substituer au fait que nos entreprises, et c'est encore plus vrai de nos familles, des ménages, n'accèdent pas à des financements corrects. Vous savez, si vous prenez le bilan de toutes les banques mondiales, vous observerez qu'elles servent à trois grandes choses et nous n'accédons pas à ces trois fonctions de façon réelle. Le système financier, les banques, sont chargées de financer le logement des ménages. C'est le premier emploi des ressources bancaires du monde entier. C'est la chose qui manque le plus en Afrique aux ménages. Il manque aussi du crédit à la consommation, mais de façon spectaculaire, il y a très peu de pays où on est capable de financer le logement avec les moyens du système financier. Le deuxième grand emploi, c'est de financer le fonds de roulement des entreprises. En Afrique, il n'y a que les très grandes entreprises ou les entreprises étrangères au continent qui accèdent à des financements normaux de leur fonds de roulement. Et le troisième emploi des ressources financières du monde, c'est l'investissement, financer l'investissement. Et vous y avez tous fait allusion en parlant d'un besoin d'infrastructure. Il n'y a, et ça, ce sont des investissements longs, il n'y a pas de financement disponible. Prenez même un groupe très emblématique, qui est d'ailleurs présent ici à Dubaï, le groupe d'Aliko, de notre ami Aliko Dangote. Moi, j'ai entendu Aliko expliquer, j'ai créé mon groupe, un des plus investisseurs et un des plus importants du continent, en 20 ans. Eh bien, pendant les 18 premières années, je n'ai jamais obtenu de crédit supérieur à 90 jours. L'Afrique est obligée de s'autofinancer parce qu'il n'y a pas d'accès. Pour vous donner un ou deux chiffres, le continent dans son ensemble, en termes de crédit à l'économie, d'après le Fonds monétaire international, mobilise 48% du PIB. Maintenant, si vous enlevez les trois pays les mieux financés du continent, l'Afrique du Sud, l'Égypte et, arrivant en premier, le Maroc, où là, vous êtes près de 90 à 110% du PIB en crédit
mis à la disposition de l'économie chaque année. La moyenne, en enlevant ces 3 pays, c'est 37%. À titre indicatif, la moyenne européenne, c'est 120% du PIB. La situation française, c'est 150% du PIB. Et comme je sais qu'il y a, et je les salue, de nombreux membres de la diaspora d'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, c'est un petit peu moins qu'en Europe, mais pour une raison simple, c'est que les entreprises sont beaucoup plus financées par les marchés financiers, par les bourses, que par les banques. Mais au total, les moyens dont elles disposent entre marchés financiers et banques sont supérieurs encore à ce qu'on observe en Europe. Nous sommes au tiers de l'accès en termes de crédit à l'économie de nos familles, les ménages et des entreprises, le tiers des pays les plus avancés et la moitié du niveau de financement mondial, en moyenne mondiale impliquant les émergents et les autres pays en développement. Donc, si vous voulez, nous sommes sous-financés alors qu'on nous fait souvent le procès du surendettement. Imaginez que la diaspora ne soit pas solidaire, comme l'a dit très bien l'ambassadeur Moïse Kérékou, que je salue et que je remercie. Imaginez que la diaspora n'apporte pas ces transferts, nous serions encore moins bien financés, parce que la diaspora, elle assure beaucoup du financement des familles contre les accidents de la vie, elle assure une partie du financement du logement, une partie du financement des infrastructures sociales, notamment en matière d'éducation et de santé. Mais cela ne suffit pas à faire de nous un continent financé convenablement. Évidemment, le Covid, avec sa catastrophe sanitaire, montre de façon encore plus impressionnante, en fait, nos carences. Parce qu'entre autres choses, nous n'avons pas de façon convenable, avec quelques exceptions seulement sur le continent, de moyens de venir en soutien par de la protection sociale les populations, notamment celles qui ont des revenus journaliers. Et c'est là qu'on a vraiment un besoin de soutien des familles sur le continent, faute de protection sociale suffisante. L'ambassadeur Kérékou a souligné que dans les pays avancés, les diasporas bénéficient indirectement, mais bénéficient de soutien aux revenus, de chômage partiel. Il y a une réponse d'urgence à la crise, mais pour des raisons budgétaires, nous avons été extrêmement rationnés en Afrique. Donc vous voyez, le tableau général du financement, il a besoin du complément de la diaspora encore plus en période extrême de crise qu'en période normale. Mais même en période normale, dans le monde d'après, dans le deuxième semestre 2021, où normalement l'Afrique devrait faire un rebond important, et même si l'Afrique est moins touchée que l'Europe, moins touchée que l'Amérique du Nord, et un peu dans la situation de l'Asie, même dans ce contexte, dans le monde d'après, nous devrons quand même repartir d'une situation moins critique, mais dans laquelle nous n'avons toujours pas de moyens de financement. C'est pour ça que je salue votre initiative de réfléchir à tous les moyens modernes, sophistiqués, alternatifs, d'arriver à mobiliser des ressources pour le financement. Et je crois qu'il y a beaucoup de signes qu'on va y arriver. Donc laissez-moi être quelques secondes afro-optimiste sur ce point. Mais on n'y arrivera que s'il y a une mobilisation à la fois de la société civile en Afrique et de notre société civile de la diaspora. Il y a des signes que nous allons assez vite en termes de modernisation financière. C'est vrai que nos marchés financiers se sont développés. C'est vrai que la bourse de Johannesburg, au Caire, au Casablanca, mais maintenant à Lagos, à Nairobi, à Abidjan, dans le monde francophone, ont connu des grands développements. Donc ça, c'est très important pour les entreprises, plutôt pour les grandes entreprises. Ça laisse encore le problème des
moyennes entreprises et petites entreprises qui sont quand même les plus créatrices d'emplois. Maintenant, le marché financier, c'est encore très faible dans nos financements. Il y a un autre facteur de développement qui est intéressant, c'est la microfinance. On ne devrait plus appeler la microfinance micro. On devrait l'appeler la finance de masse. Parce qu'en réalité, c'est elle qui atteint le mieux les populations, notamment dans le secteur informel. En réalité, la microfinance en Afrique, dans nos pays, elle finance le fonds de roulement des toutes petites entreprises, des commerçants, des commerçantes, des agriculteurs pour partie, des petits transporteurs. Elle est de plus en plus importante et il faut faire de nombreux efforts pour la renforcer, pour lui donner des ressources moins chères parce qu'elle est encore élevée en termes de taux d'intérêt. Mais elle ne peut que ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des besoins d'investissement, même dans les entreprises du secteur informel, qui dépassent les quelques milliers de dollars qui sont la jauge moyenne des concours au sommet des possibilités de la microfinance. Donc oui, il y a des éléments au debout de la chaîne, des marchés financiers plus sophistiqués, une finance de masse, mais ça nous laisse quand même le cœur du dispositif qui pose problème. Et c'est là que la réflexion sur les moyens de combiner des ressources privées, de liquidités privées, avec des ressources publiques, des ressources budgétaires ou des ressources d'aide publique au développement, et tout cet univers du public-privé devient essentiel. J'ai une petite différence avec ce qu'a dit Moïse Kérékou. Mon cher Moïse, et je pense que ce sera dans le débat de cet après-midi, l'aide publique, je vous en donne acte, est obsolète, mais ça ne veut pas dire qu'on va se passer de l'aide publique, ça veut dire qu'il va falloir elle aussi la moderniser, elle aussi la rénover. Et ça, c'est en route. Ayez bien en tête que dans les instruments d'aide publique au développement, il y a des instruments africains endogènes. La Banque africaine de développement est devenue un instrument efficace et important. La BADEA, où les efforts africains sont combinés avec les efforts de nos amis des pays arabes, est importante. L'Afreximbank, qui s'occupe de développer les échanges entre les pays africains dans un contexte où on veut créer des unions régionales mieux intégrées et un jour une grande zone continentale de libre-échange, l'Afreximbank monte énormément en puissance et nos banques de développement sont en plein renouveau. Donc, voyez bien que dans l'aide publique au développement, il y a aussi les moyens africains de l'aide publique au développement. Et puis, le Fonds monétaire qui a eu une réponse rapide et forte sur le Covid, qui a étonné d'une certaine manière le monde entier vis-à-vis de l'Afrique. Le Fonds monétaire change. La Banque mondiale peut-être un peu moins vite, mais enfin, oui, c'est peut-être obsolète, Moïse, mais ça n'est pas agonisant. Nous avons notre voix dans toutes ces institutions. Dans quelques jours, Ngozi, notre compatriote du Nigeria, sera la directrice générale de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. L'Afrique peut s'imposer et faire entendre sa voix pour que l'aide publique change de paradigme. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la liquidité internationale, qui est très importante, et à l'intérieur de cette liquidité internationale, les ressources de la diaspora, qui sont passionnément et fidèlement tournées vers notre continent, sont une partie de cette liquidité privée. Il faut maintenant savoir la combiner efficacement avec les ressources budgétaires des États qui sont malheureusement limitées. Vous voyez, dans un pays comme le mien, le Bénin, mais c'est à peu près la moyenne africaine, l'État lève 15% de la valeur nationale en impôts et recettes publiques diverses, 15% du PIB. La moyenne mondiale,
c'est 35%. Les pays émergents et les pays avancés sont tous entre 40 et 55% du PIB levés en prélèvements obligatoires et redistribués, dont une bonne partie pour des objectifs sociaux et pour des objectifs d'investissement public. Nous sommes à 15, plus à peu près 4 ou 5% d'aide publique, plus un peu de déficit. Mais avec 20%, 22% du PIB dans les mains des États, vous ne pouvez pas loger, éduquer, soigner, assurer la sécurité. Ça n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire ça avec la moitié des ressources que le monde y consacre. Et donc, nous avons un besoin du privé qui est encore plus important que dans les autres continents. Et nous avons besoin de combiner ces ressources. Et là où l'aide publique au développement peut servir, c'est évident, c'est que, grosso modo, les institutions comme la BAD sont capables de s'endetter à 1% sur les marchés financiers, parce que ce sont des institutions investment grade, et la BAD est triple A, c'est-à-dire l'emprunteur qui emprunte le moins cher sur le marché, et mettre ça à disposition du continent. Et l'avenir est à ce que nos amis anglo-saxons appellent blended finance, du public et du privé. La présence des grandes institutions de financement du développement dans les projets d'infrastructure, elle est très importante, non pas en masse financière, mais parce qu'elle assure la sécurité de l'investissement. Et pour nos amis de la diaspora, je leur dis, il est important que quand vous investissez en Afrique, vous ayez des éléments de sécurité de vos investissements. Et ça, on l'obtient avec des garanties souveraines. Plus que d'argent public, on a besoin que les États garantissent au cas où les projets seraient en défaut. Ça économise de l'argent parce que la garantie, elle n'est levée que pour une proportion en général assez faible, parce que le risque africain, qui est perçu comme très élevé, est en réalité un des risques mondiaux les moins élevés. L'Afrique est le continent, et c'est contre-intuitif, dans lequel vous avez le moins de sinistres financiers. Encore une fois, oubliez le pathos sur tel pays est en défaut, le Zimbabwe ne peut pas payer, la Zambie a trop de dettes. Ce sont des exceptions parmi les États africains. Le risque africain est moins élevé que la perception du risque africain. Mais si on veut garantir, notamment à des investisseurs lointains qui interviennent de Dubaï, de Canton, de Paris, de Montréal, de la sécurité, c'est bien d'avoir et de la garantie souveraine et de la présence, pour un quantum même faible, de la présence des grandes institutions financières de développement, parce qu'on ne fait pas défaut devant n'importe quel projet dans lequel il y a une banque de développement, la BAD ou la Banque mondiale. Et c'est cette combinaison des trois sources qui va sécuriser les placements et les investissements en partenariat public-privé et qui va donner suffisamment de confort à la diaspora. Parce que la diaspora, elle peut aller de l'aide à la consommation, tout ce qui concerne les accidents de la vie pour nos populations, du logement, vers des investissements productifs, parce qu'il faut créer des emplois pour et grâce à la transformation de nos matières premières. Voilà, je ne veux pas être plus long. Et si vous voulez, dans l'intérêt du temps, je vais peut-être très brièvement résumer ce que j'ai essayé juste de vous passer comme message en anglais. So, I apologize for my poor English, but I told you essentially three things. One, Africa, even if it is counterintuitive, Africa is underfinanced. Both the households and even more importantly, all our corporates, all our firms, and especially our small and medium firms, we are dramatically invested and underfinanced. And it is exactly the contrary of what people usually say, that we are over-indebted, because people allude to
public debt as a proportion of the GDP. But public debt is a substitute to the fact that we have not private debt, not private credit to our economies. So we are underfinanced. Second, the COVID is not only a sanitary crisis, it's a humanitarian crisis for our population with daily income totally disrupted. And we have no social nest, safety nests, which is another element of our underfinancing because we have not the public revenues to address the needs of social safety. But third, we have some elements of optimism. We are modernizing our financial markets, and it is important. We are modernizing our banking system, the broad banking system, including maybe the most dynamic, which is microfinance, that I prefer to call mass finance. Very important for the smallest firms. So there are elements of modernity. You could add mobile money associated to microfinance. You could add fintech. You could add private equity. So yes, we have some elements of dynamics. That is very important. But the most important for me is how do we combine the diaspora inflows, the international liquidity, private liquidity available in abundance in the world, how do we mobilize that for Africa? And it will be the debate this afternoon, I think, because there we have an avenue if we are able to combine some of the budget or sovereign guarantees provided by the states with public aid in order to be de-risking and lowering the interest rates. How do we combine that with a massive inflow of international liquidity? And there, the diaspora is important as a contributor, but the diaspora is also very important in terms of advocacy for creating this blended finance, which will open enough in terms of resources for financing the development if we are efficient in succeeding in those PPP. Sorry, I'll be a bit long, but then I shared with our Anglophone participants. Thank you very much indeed.